Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, arrêtez de d'écrire des messages sur le chat. La séance elle est enregistrée et par conséquent, même les messages sont enregistrés. Les messages qui n'ont aucun rapport avec le cours, vous pouvez communiquer par WhatsApp. Alors bonjour tout le monde. Est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? D'accord, très bien. Euh, alors très bien, comme d'habitude. Je prends quelqu'un au pif. Hmm. Wissal? Wissal El Hajjouji. Est-ce que tu es là? Oui, d'accord, très bien, Wissal. Alors, je te donne la parole. Comme ça, tu m'assistes aujourd'hui. Voilà. Bien. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes prêts pour votre semaine de rattrapage. Je souhaite bonne chance à tout le monde, à toutes les personnes qui vont passer les rattrapages. Je leur souhaite bonne chance par l'occasion. Wissal, qu'est-ce qui se passe? Je partage le tableau et tu le fais disparaître. Ne touche à rien, Wissal. Bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre chapitre concernant le droit budgétaire. Ok. Nous avons vu ensemble la première partie de ce chapitre concernant les composantes du droit budgétaire et par la suite, nous avons entamé les principes budgétaires ou les principes du droit budgétaire. Alors, nous avons dit que ces principes-là sont à l'ordre de quatre principaux, quatre principes fondamentaux, d'accord, auxquels s'ajoute le principe de l'équilibre et le principe de sincérité que nous allons expliquer par la suite. Mais ce que vous allez retrouver dans tous les ouvrages concernant les finances publiques, vous allez trouver les quatre principes qui sont, rappelez-moi, les quatre principes. Nous avons déjà expliqué ensemble. Très bien, Fatem Salah. Alors, l'annualité, le principe de l'annualité, ok? Nous avons dit, c'était, qu'est-ce que le principe de l'annualité? Wissal, est-ce qu'il y a un problème? Bon, Wissal, Wissal. Je disais, d'accord, Wissal, ok, pas de souci. Euh, je prends. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Alors, on disait, Fatem Zara, je te donne la parole pour m'assister, parce que Wissal, apparemment, il a un problème. Fatem Zara Razali. Voilà, merci. Alors, je disais, on a parlé du principe, le premier principe qui est le principe de l'annualité. Nous avons dit, comme vous l'avez écrit, bravo, c'est que le budget est voté chaque année. Le budget s'exécute pour une année, d'accord? Donc, c'est une question d'un an, ok? Donc, c'est en une année. Nous avons défini, parce que pour chaque principe, nous avons dit, nous avons expliqué le principe dans son contexte, ok? Euh, ok, Samir, je vais voir ça à la fin. Et par la suite, et par la suite, nous avons dit très bien, donc nous avons parlé des deux raisons pour lesquelles on a choisi la périodicité d'un an, donc pour une raison de contrôle et une raison de, de quoi déjà?
La première raison qui était une raison politique, que nous avons dit, donc c'est une raison de contrôle permanent sur l'action du gouvernement. Et la deuxième, c'est une raison très bien technique, c'est-à-dire on va assurer, bravo, on va assurer la précision de notre prévision. Et nous avons dit que pour chaque principe, nous l'avons relaté tel qu'il a été adopté ou tel qu'il a été présenté dans son contexte, mais bien évidemment, euh, vu la conception moderne des finances publiques maintenant, il y a des exceptions à chaque principe. Et nous avons dit que l'exception du principe de l'annualité, c'était quoi? L'exception, c'était quoi? L'exception, c'était quoi? Très bien. Donc, il y avait un certain paradoxe. Le paradoxe, c'est que le budget, il est annuel, mais nous avons des investissements pluriannuels. Très bien, Fanny. Donc, l'exception, c'était quoi? Exactement. Très bien, Fadois. C'est ce qu'on a appelé les autorisations de programme. OK? Les autorisations de programme. Donc ça, c'est l'exception à ce principe de l'annualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à ces autorisations, qui sont des autorisations budgétaires, on arrive, très bien Smail, exactement, on arrive, c'est une technique par laquelle on finance annuellement des investissements pluriannuels. D'accord? Donc c'est une dérogation à la règle. Pourquoi? Parce que nous avons des investissements pluriannuels qui s'échelonnent sur plusieurs années. Et donc, grâce à ces autorisations de programme, le Parlement ne peut pas faire marche arrière. Il va nous donner une seule autorisation pour tout le programme, pour pour toute la dépense ou pour tout l'investissement, de manière générale. D'accord? Très bien. Et par la suite, donc, avec ces autorisations, bien évidemment, pour chaque année, il va y avoir des tranches. Donc, le montant sera divisé en tranches par année budgétaire. Bien, ça, c'était le premier principe. Le deuxième principe, c'est quoi? Bravo, exact. L'unité. Nous avons dit que l'unité, c'est quoi? Très bien. Il n'y a qu'une seule caisse, un seul compte, un seul budget qui trace toutes les opérations. Exactement. Bravo. Donc, pourquoi? C'était quoi l'avantage d'avoir un seul budget? Là aussi, ça revient à la raison politique. C'était un avantage exactement pour contrôler convenablement le budget et aussi pour voir est-ce que le budget est équilibré, est-ce qu'il est réellement équilibré. Bravo, excellent, très bien, très bien, c'est excellent, je suis vraiment fière de vous. Mais nous avons dit bien évidemment qu'il y a une exception. Il y a une exception à cela. Pourquoi? Parce que maintenant, le principe de l'unité, il est dépassé. Pourquoi? Pourquoi il est dépassé de nos jours? Parce que l'État dispose, voilà, de plusieurs budgets. Nous avons dit qu'elle disposait de quoi? Donc l'exception, c'est quoi? C'est que l'État dispose de plusieurs budgets, à savoir, elle a le BGE, le budget général de l'État, plus voilà, les segments, les services autonomes, les services de l'État gérés de manière autonome, plus les CST, les comptes spéciaux du Trésor. Bravo, exactement. Et nous avons dit qu'il y avait très bien, Etman, nous avons dit qu'il y avait des budgets en dehors il y avait des budgets en dehors du budget de la loi de finances qu'on a appelé des budgets autonomes et qui sont très bien, comme vous l'avez écrit, qui sont rattachés aux établissements et aux entreprises publiques des budgets des établissements et des entreprises publiques. C'est ce qu'on appelle des budgets autonomes. Ils ne font pas partie de la loi de finances, mais ce sont des budgets on peut dire, de l'État avec un grand E. D'accord? Bien. Alors, nous sommes arrêtés au troisième principe, qui est le principe de l'universalité. Et j'avais dit que universalité, la dernière fois, nous avons dit très bien. Bravo. Je parle d'univers. Ça veut dire quoi? Le budget doit comporter toutes les recettes et toutes les dépenses. Le budget doit comporter toutes les recettes et toutes les dépenses. Ça veut dire qu'il doit relater, qu'il doit présenter la situation exacte en termes de recettes et de budget et de dépenses. Exactement. Très bien, Walid.
tout se fait dans le cadre du budget. Pourquoi nous avons dit que tout se fait dans le cadre du budget? Pourquoi? Pourquoi? Assurer la transparence, voilà. Parce que si on effectue des opérations en dehors du budget, il va y avoir du gaspillage, de la malversation, de la fraude, du détournement, etc., etc. Exactement. Donc, l'objectif principal de ce principe, c'est quoi? C'est que tout se fait dans le cadre du budget pour éviter tout gaspillage, tout détournement, toute malversation, toute corruption, toute fraude, etc., etc. D'accord? Donc, ça va nous permettre d'éviter tout cela. Donc, pour assurer une gestion saine des recettes et des dépenses budgétaires, on a imposé à l'exécutif, qui est l'exécutif? Qui est l'exécutif? Le pouvoir exécutif, c'est qui? Très bien, bravo, le gouvernement, exactement. Donc, pour assurer une gestion saine, on a imposé à l'exécutif, c'est-à-dire au gouvernement, de mettre toutes les recettes et toutes les dépenses à l'intérieur du budget. D'accord? Donc, de ce principe, l'objectif de ce principe, c'est de présenter clairement et en toute transparence. Oui, Reda, oui, bien sûr. Présenter clairement, d'accord? Le total des dépenses et le total des recettes. R et D. Recettes et dépenses. Le total. Donc, présenter clairement et par conséquent, assurer la transparence de quoi? De l'acte budgétaire. La transparence de l'acte budgétaire. Bravo. Exactement. D'accord? Donc ça, c'est le principe de l'universalité tel qu'il a été conçu. D'accord? L'universalité, c'est un principe qui interdit deux pratiques. OK? Donc je vais effacer. L'universalité, c'est un principe qui interdit, le principe de universalité, interdit deux pratiques. Et on va expliquer ces deux pratiques. Interdit deux pratiques. OK? La première pratique, c'est ce qu'on appelle la compensation. Alors, s'il vous plaît, la compensation. Et la deuxième pratique, c'est ce qu'on appelle la gestion occulte, avec le 2C, la gestion occulte. OK? La gestion occulte. Donc, le principe de l'universalité, il interdit la compensation et la gestion occulte. Alors, on va commencer par la compensation. Et attention, 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 à ne pas confondre avec la caisse de compensation. OK? Ici, quand je parle de compensation, là, je ne parle pas de la caisse de compensation qui consiste à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens sur un nombre de produits de première nécessité. Non, non, d'accord? La compensation, c'est autre chose. Alors, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre de quoi je veux parler exactement concernant la compensation. Alors, pour mieux comprendre cette pratique, je vous donne un exemple. Euh, Je vous donne l'exemple, la direction générale des impôts. OK? La direction générale des impôts, la DGI, générale des impôts, par exemple. Il y a un département qui est chargé du recouvrement des impôts et taxes. D'accord? Vous connaissez le terme recouvrement. Vous avez fait ça en comptabilité, le recouvrement. Oui? Tout le monde? C'est bon? Le recouvrement de la créance. Recouvrer une créance, ça veut dire que je vais récupérer quelque chose que je dois à quelqu'un. Je récupère quelque chose que je dois à quelqu'un, à mon créancier. Est-ce que c'est clair? Donc, la DGIF, la Direction générale des impôts, il y a un département qui est chargé du recouvrement des dépenses. D'accord? Du recouvrement des impôts plutôt, des impôts.
des impôts. Très bien. OK? Soukaina, je fais juste un petit rappel et maintenant on commence la séance d'aujourd'hui. Alors, je disais, la DGI, elle fait le recouvrement des impôts. D'accord? Très bien. Quand elle va faire le recouvrement des impôts, c'est-à-dire quand elle va récolter ces impôts-là, ok? Pour assurer ce recouvrement, elle va occasionner en même temps des dépenses. Parce que pourquoi? Recouvrer des impôts, c'est quoi? C'est une recette pour l'État, n'est-ce pas? C'est une recette budgétaire. Mais en même temps, elle occasionne des dépenses. Comment elle occasionne des dépenses? Ben, les gens qui vont sortir, par exemple, pour récolter de l'argent. Par exemple, un huissier de justice, il est chargé de récolter ou de récupérer de l'argent chez un créancier, de collecter tout ça. Ben, il a besoin d'un moyen de transport, il a besoin du carburant, donc il a besoin de certaines dépenses, n'est-ce pas? Le carburant, c'est une dépense pour l'État. Alors, ما تجيبش داكشي من السماء ولا تتخلصوا من جيبها. Non, c'est une dépense qui تجي من les recettes. Est-ce que vous avez compris le principe? Donc, le fait de recouvrer les impôts occasionne, occasionne des dépenses. Ça occasionne des dépenses. باش انا نخرج نمشي نجيب لامبو ديالي راه خصني الموين ترونسبور خصني مثلا اون فواتور دو سيرفيس ولا je sais pas moi une moto de service j'ai besoin du carburant j'ai besoin de moyens de PC par exemple de PC portable etc. Bon, j'ai besoin d'un certain nombre de moyens. Donc ça veut dire en termes budgétaires ça veut dire que ce sont des dépenses. تنخسر انا باش نمشي نجيب داك l'impôt. OK? Jusque-là, c'est clair. Donc, à votre avis, dans cette situation-là, comment je vais présenter la situation financière, budgétaire de ce service ou là de ce département? Comment je vais... Non, Soukaina, il y a des situations. Il y a des situations où, par exemple, l'huissier de justice vient pour vous dire que vous avez un certain impôt que vous n'avez pas payé, que vous êtes convoqué au tribunal, etc., etc. Bon, c'est tout un process. OK, Soukaina? Il faut juste lire là-dessus une petite lecture et tu comprendras. Bref, la question ici, c'est que comment je vais présenter. Alors, Fatim Zahra Tadri, elle dit la différence. Alors, voilà, il y a deux situations. Comment je vais présenter cette situation? Est-ce que je vais la présenter? Est-ce que je vais présenter la totalité? Est-ce que je vais présenter la totalité des recettes et la totalité des dépenses, ok, qu'elle a occasionné? Ou est-ce que je vais faire la différence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais présenter les recettes, moi, ce que j'ai dépensé, c'est-à-dire les recettes après avoir soustrait l'ensemble des dépenses occasionnées. Est-ce que vous avez compris? Donc, avec un langage comptable, est-ce que je vais présenter le produit brut, à votre avis, ou bien le produit net? Ça veut dire que j'ai soustrait ma question. Comment je vais présenter à de la situation? À votre avis, est-ce que je vais présenter la totalité des recettes et la totalité des dépenses, ou bien je vais présenter la totalité des recettes moins les dépenses occasionnées? Alors, je vois ici net, 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 et il y a Fatem Zara Ghazali qui écrit brut, et même Etmen, brut. Alors, pour Fatem Zara et Etmen, c'est eux qui ont raison. Au Maroc, on va présenter la totalité des recettes et la totalité des dépenses. C'est ce qui se passe au Maroc. D'accord? C'est ce qui se passe au Maroc. Je vous explique. Au Maroc, je ne vais pas présenter, par exemple, je donne un exemple. Maintenant, la recette. La DGI, elle sort, elle doit recouvrer, par exemple, je dis n'importe quoi, 2000 dirhams. Juste un exemple, 2000 dirhams. OK? Je dis n'importe quoi. Donc, elle va récupérer 2000 dirhams.
Mais pour récupérer ça, مثلا خلصت واحد 500 درهم ديال المازوت 500 درهم ديال on va dire 500 dirhams. Elle a occasionné 500 dirhams de dépenses. OK? Elle a occasionné 500 dirhams de dépenses. Si je suis face à la situation, d'abord, quand je vais établir ma situation financière, qu'est-ce que je vais écrire? Est-ce que je vais présenter l'écart? Est-ce que je vais écrire les recettes d'Yaouli Huma 1500 dirhams, c'est-à-dire 2000 moins 500, ou là je vais écrire recette est égale à 2000 et dépenses est égale à 500. Au Maroc, on utilise le produit brut. On utilise le total des recettes et le total des dépenses. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Très bien. Et c'est ça ce qu'on appelle, le principe. Le principe, donc il n'y a pas de lien entre les recettes et les dépenses. Il n'y a pas de compensation. Il n'y a pas de compensation. On ne va pas compenser. Ça, c'est une compensation. Quand je vais je vais éliminer ou je vais soustraire mes dépenses de mes recettes. Ça, c'est une situation de compensation. Alors qu'elle est interdite au Maroc. Au Maroc, on va présenter l'ensemble, la totalité des recettes encaissées, plus la totalité des dépenses occasionnées lors de l'encaissement. Vous comprenez ce langage encaissé, décaissé. OK? Je vais présenter la totalité des recettes encaissées plus la totalité des dépenses occasionnées. Donc, il n'y a pas de lien de compensation. Pas de compensation. C'est ce qu'on appelle le principe de non-compensation. Donc, le principe de l'universalité interdit, premièrement, la non-compensation. La non-compensation des recettes et des dépenses. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est très simple. Très bien. Alors ça, c'est la première pratique, qui est la pratique de la compensation. Donc, automatiquement, on parle de la non-compensation. Le principe interdit la non-compensation, c'est-à-dire approuve la non-compensation. Pardon, je voulais dire approuve. Merci, madame, de m'avoir corrigé. OK? OK? Je vais donner un autre exemple, Khadija, pour mieux comprendre. Je vais donner un autre exemple. OK? Alors, c'est bon, je peux effacer pour cette... Donc ici, s'il vous plaît, le principe exige la non-compensation. J'ai confondu le terme interdire et exiger. Ici, c'est interdit, les deux pratiques. Et donc, ce qui équivaut exigence de la non-compensation. OK? Bien. Alors, je vais donner un autre exemple. Toujours concernant la pratique de la compensation. Un entrepreneur, d'accord? Supposons qu'un entrepreneur s'est chargé d'un marché. Il s'occupe d'un marché, مثلا la construction d'une autoroute pour l'État, par exemple. Par exemple. OK? Donc l'entrepreneur, il est chargé de construire tout ça. Donc l'État lui doit, c'est-à-dire doit le payer, par exemple, au moment N, l'État lui doit, par exemple, lui doit, c'est juste un exemple, OK? 50 millions de dirhams, par exemple. Signifie que ces recettes ne sont pas pour exactement Ishraq. Et c'est ça la deuxième pratique. Exactement, très bonne remarque. Fedwa, euh, nous, on parle des finances publiques au Maroc, d'accord? Je ne connais pas toutes les finances publiques de tous les pays, mais ce que je peux vous dire qu'au Maroc, c'est interdit, tout simplement. Après, si vous êtes intéressé par d'autres pays, on pourrait en discuter plus tard, si on a le temps. Alors, je disais, euh, l'État doit à cet entrepreneur, par exemple, il doit lui payer 50 millions de dirhams. OK? 50 millions de dirhams. Bien. Mais l'entrepreneur, lui-même, il doit à l'État. Il lui doit quoi? Un impôt sur les sociétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrepreneur lui-même, l'entrepreneur, il doit payer un impôt sur la société d'une valeur, par exemple, de 500 000 dirhams.
Par exemple. OK? Donc, l'État doit payer l'entrepreneur parce qu'il a construit l'autoroute. Il lui doit 50 millions de dirhams. Mais l'entrepreneur Brassour, il paye à l'État, il lui paye un impôt sur les sociétés. Et donc, nous avons supposé que l'impôt sur les sociétés, c'est à hauteur de 500 000 dirhams. C'est juste un exemple. Ma question, est-ce que l'entrepreneur peut se dire, et vous savez, c'est pas la peine de payer mon IS, c'est pas la peine de payer mon impôt, et je vais laisser l'État faire la compensation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire me payer le produit net. Ça veut dire elle va soustraire. Je vais laisser l'État, là ce matin, 50 millions de dirhams, je vais lui dire, ok, c'est pas grave, tu me donnes seulement la différence. C'est-à-dire 50 millions de dirhams moins 500 000 dirhams, ce qui nous donne 49 millions 500 000 dirhams. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que l'entrepreneur peut se dire, ça fait pas la peine. Au lieu de mettre 50 millions de dirhams, tu as 49, tu as 500 000 dirhams. Non. Très bien. L'État n'a pas le droit de faire la compensation. La compensation. D'accord? Elle n'a pas le droit de faire la compensation. Donc, c'est interdit. Il n'y a pas de la non-compensation entre les recettes et les dépenses. Dans cette situation, qu'est-ce que l'État doit faire? Dites-moi, dans cette situation, qu'est-ce que l'État doit faire? Bien sûr, Atman, ça ne présente pas la situation claire, exactement. Donc, dans cette situation, l'État doit payer ce qu'il doit à l'entrepreneur, ça veut dire dépenses à hauteur de 50 millions de dirhams, et très bien. Et l'entrepreneur doit faire de même. L'entrepreneur doit faire de même. Et donc, la recette, parce que c'est une recette budgétaire, quand l'entrepreneur va payer son impôt, c'est une recette. Il doit me payer 500 000 dirhams. Est-ce que vous avez compris? Donc, je n'ai pas le droit d'écrire, de dire non, Saphir, je suis obligé de. Pas la peine d'écrire ce qu'il me doit. Non, c'est bon, on peut faire le produit net. Non, c'est interdit. Il faut montrer le total recette et le total dépense. C'est ça le principe de la non-compensation. Donc, le principe de l'universalité exige qu'il n'y ait pas une compensation entre les recettes et les dépenses. Ça, d'une part. Donc, ça concerne la première pratique. OK? Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième pratique que j'ai, qui est qualifiée de appelée gestion, gestion occulte. À votre avis, ça veut dire quoi occulte? Dans le dictionnaire, si vous cherchez très bien, quand vous cherchez le terme occulte, littéralement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui se fait exactement, quelque chose qui se fait en cachette, quelque chose qui se fait en cachette. Ok? Alors, la gestion occulte, tout simplement, c'est quoi? C'est que c'est une opération. La gestion occulte, c'est une opération budgétaire, mais qui se fait hors budget. Hors budget. OK? Exemple, on se procure des ressources hors budget pour faire des dépenses hors budget. Je vais vous donner un exemple. Il y a deux exemples qui reviennent dans quelques ouvrages des finances publiques. Ce sont des exemples internationaux, d'accord? Je vais vous donner les deux exemples. Alors, le premier exemple, ça concerne un exemple français, ok? Donc, premier exemple, c'est quoi? C'est que, euh, c'est que le ministre de la Marine française, d'accord? C'est l'exemple qui revient très souvent dans tous les ouvrages, en fait, dans la plupart des ouvrages des finances publiques, que ce soit au Maroc ou à l'international. Le ministre de la Marine française, donc il y a un ministre, ok, un ministre français, qui voulait faire une statue. Il voulait ériger une statue, ok?
Il voulait faire une statue. De la statue à la mémoire d'un ancien ministre. À la mémoire d'un ancien ministre, lui aussi, qui était dans la marine française. OK? Donc, à la mémoire, à la gloire de ce ministre, il voulait faire une statue. Très bien. Mais ce ministre-là, il n'avait pas d'argent pour faire cette statue. Il n'avait pas d'argent. C'est normal. OK, nous sommes dans une situation étatique. On n'a pas l'argent. Il y a dépenses, recettes. Ça fait chicken. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a offert, donc offrir, il a offert le bronze, même pas de ses propres moyens, Oussama, même pas. Regarde ce qu'il a fait. Il a offert le bronze de vieux canons hors usage. De vieux canons hors usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a trouvé des canons, de vieux canons. Et ils sont hors usage. Ce sont des canons qui sont posés ici. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, enfin, pas offert, mais on va dire vendre. OK? Il a vendu. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris tous les canons. OK? Et à partir du bronze, de ce canon, donc la société qui s'est chargée de ces canons, ils ont fait fondre le bronze. Et à partir de ce bronze, ils ont érigé la statue. Érigé ou construit ou ce que vous voulez, la statue. C'est à partir du bronze de ces vieux canons hors usage. Donc, comme vous le remarquez, il n'y a aucun détournement. Il n'a rien volé, c'est pas du vol. Pourquoi? Parce que la fin en soi, c'est une fin il a comment dirais-je, il a eu une bonne intention. Il n'a pas pris le bronze pour lui-même. Il n'a pas fait la statue pour lui-même. Non, il a fait la statue à la mémoire d'un autre ministre. À la mémoire d'un autre ministre qui était un héros à cette époque-là. D'accord? Donc, à votre avis, est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Très bien, Fatem Zahra. Est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Comme l'a dit Fatem Zahra, votre camarade, il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est une opération hors budget. Hors budget. On n'a jamais dit que les vieux canons doivent être utilisés pour tel ou tel tel. Non, c'est une opération en dehors du budget. Et donc, par conséquent, selon le principe de l'universalité, c'est une opération interdite. C'est une opération interdite. À votre avis, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, ce ministre? Même si, exactement, il a fait ça sans l'autorisation de l'État, ça va de soi. Exactement. Alors, la situation, ce n'est pas du vol. Le ministre, il avait de bonnes intentions. Il avait de bonnes intentions. OK? Mariam, le ministre va dire une statue pour à la gloire ou à la mémoire d'un autre ministre. ما عندوش فلوس خدا de vieux canons قدام ما خدامينش مشى باعهم هذاك لو برونز ديالهم la société a fait fondre داك le bronze, d'accord, وبهذاك le bronze ديال les canons هو باش صايب ديك la statue. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Non, parce que c'est une opération en dehors du budget. En fait, qu'est-ce qu'il devait faire, le ministre? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Première des choses, vendre le bronze, vendre le bronze aux enchères publiques. أولاً, ماشي يمشي يعطيهم une société. Non, aux enchères publiques. Est-ce que vous avez compris? Il doit vendre le bronze aux enchères publiques. OK? D'abord, première des choses. OK? Si ils vendent le bronze aux enchères publiques, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'il va y avoir? De la vente. Elle va donner lieu à quoi? Elle va donner lieu à une recette. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, il doit verser le montant de cette recette, au-delà de cette vente, le montant avec ON, le montant à quoi? Dans le budget. Dans le budget. Il doit verser ce montant dans le budget. OK? Voilà. C'est une recette
doit être versé à l'État. Ah, dites ça. Ensuite, il va demander des crédits budgétaires. Vous vous rappelez du terme crédit budgétaire, c'est-à-dire demander une autorisation budgétaire. Il va demander des crédits supplémentaires, d'accord? Des crédits budgétaires supplémentaires. Haja, pourquoi c'est possible juste de le vendre aux enchères publiques et pas les sociétés? Non, les sociétés parce que tu vas avoir un bénéfice. Quand tu fais aux enchères publiques, c'est quelque chose de plus transparent. La société, elle peut venir les enchères publiques, mais c'est une opération qui se fait de manière transparente, qui a un objectif clair. Donc, plus, ils sont destinés au budget de l'État. C'est quoi? À la mémoire d'un ancien, une statue, une statue pour se rappeler l'autre ministre. Ok? Oui, enregistré Fatna. Alors je disais, il va demander des crédits supplémentaires pour la construction ou pour ériger la statue. Est-ce que vous avez compris le process? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, vous voyez, l'idée, c'est même si ce ministre avait une bonne intention, c'était une opération en dehors du budget. Ce qu'il aurait dû faire, c'est premièrement vendre le bronze aux enchères publiques. Elle dit que la vente, cette recette doit bien évidemment être versée dans le budget et par la suite demander des crédits supplémentaires, c'est-à-dire une autorisation pour une dépense supplémentaire qui est l'érigation de la statue. C'est clair? Très bien. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que c'est une ici dans ce cas, c'est pour la bonne cause, comme on l'a dit. Le ministre, il a une bonne intention, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Peut-être qu'il y a des gens qui vont le faire pour de mauvaises causes. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est là où on va parler de détournement de fonds. C'est là où on va parler de malversation, par exemple. Donc, toute opération en dehors du budget, on ne connaît pas la source de ces recettes et par conséquent, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas de transparence. On n'a aucune transparence. Et donc, bien évidemment, tout ça, c'est vrai, donc, comme c'est une bonne intention, mais ça reste une procédure qui est assez lourde, n'est-ce pas? C'est une procédure lourde. Pourquoi? Parce que le fait de vendre vite fait et tu fais la statue, etc., c'est quelque chose qui peut se faire facilement. Mais si tu vas vendre aux enchères publiques, il faut attendre, etc., etc. Il faut par la suite verser, il faut négocier pour la loi de finances prochaine. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd. C'est une procédure extrêmement lourde. D'accord? Je vous donne un deuxième exemple concernant cette gestion occulte qui est interdite par le principe de l'universalité. Euh, toujours dans un exemple en France, toujours, il y a l'exemple du château de Versailles. Ok? Le château de Versailles. Alors, le château de Versailles. Euh, le bon sens, le bon sens, il veut que pour se chauffer l'hiver, n'est-ce pas? Pour se chauffer l'hiver, donc on est en plein hiver, et pour se chauffer, le gardien du château, parce qu'il fait très froid l'hiver, le gardien du château puisse utiliser le bois mort. Donc le gardien du château utilise le bois mort qu'il trouve dans le parc. D'accord? Il va utiliser le bois mort qu'il va trouver dans le parc. Dans le parc. Donc ça, c'est la logique. N'importe qui va penser à ça, n'est-ce pas? En hiver, il y a des bois morts. Donc le gardien du château peut prendre avec le bois et se chauffer avec, n'est-ce pas? Or, selon le principe de l'universalité, c'est impossible. C'est
impossible. C'est une opération interdite. Pourquoi? Parce que, voilà, parce que la règle stipule que qu'il doit, il faut, qu'il faut vendre le bois. Il faut vendre le bois, même s'il est mort, il faut le vendre. La recette de cette vente doit être, il faut porter le produit ou la recette, porter son produit au budget général, au budget. Et par la suite, le budget ouvre un crédit ou fait une autorisation, un crédit budgétaire correspondant aux dépenses, aux dépenses de chauffage au château. De chauffage au château. Château. Certes, c'est une opération transparente, mais c'est lourd et c'est du gaspillage, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris? D'accord? Donc c'est là le paradoxe de ce principe-là, enfin de cette gestion occulte, c'est que, surtout pour cet exemple-là, c'est que oui, il y a de bonnes intentions, mais malheureusement, mal- malheureusement, oui, faut ça. Euh, Malheureusement, il y a ce problème de lourdeur. Il y a ce problème-là de lourdeur. Un processus très lent. Exactement, oui, ça va de soi. C'est ça. Mais il faut respecter le principe. Et donc, c'est ce qu'on appelle la non, la gestion occulte, la pratique, la non-affectation des recettes. La non-affectation des recettes. Est-ce que vous avez compris? La non-affectation des recettes. Je ne peux pas affecter les recettes à telle ou telle dépense. Je ne peux pas affecter directement ou faire une opération en dehors du budget pour telle ou telle dépense. D'accord? Très bien. Donc, pour résumer, le principe de l'universalité, ok, est fondé sur deux règles. Est fondé sur l'exigence de deux règles. Pardon, sur deux règles. OK? La règle de la non-compensation, la règle de la non-compensation des dépenses. Vous allez trouver une autre appellation, la non-contraction, c'est la même chose. Si vous trouvez de l'appellation, là, c'est la même chose. La non-contraction, la non-compensation. D'accord? Et la règle de la non-affectation des recettes. La non-affectation des recettes. Et ici, la non-compensation des dépenses. Dépenses et recettes, en fait. Dépenses et recettes, les deux. Est-ce que c'est clair? La non-compensation des dépenses et recettes et la non-affectation des recettes. Donc, ce principe, il est fondé sur ces deux règles. La non-compensation, donc on interdit la pratique de compensation, et la non-affectation des recettes, c'est-à-dire qu'on interdit la gestion occulte, tout simplement. OK? Très bien. Alors, comme on l'a dit pour les autres principes, il y a des exceptions. À votre avis, j'en ai parlé brièvement. C'est quoi l'exception dans ce cas? À votre avis, juste par simple logique. Il y a une dérogation à cette règle. Il y a une exception à la règle de la non-affectation des recettes. Il y a une exception, à votre avis. Une dérogation? Non, 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 du tout. Non, ce ne sont pas des exceptions, non. Non plus, non. C'est quelque chose, c'est un terme que nous avons vu concernant les recettes.
Les moments critiques où il faut agir au plus bref délai. Non. Donc, s'il vous plaît, il y a une exception à la règle de la non-affectation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire une affectation. Est-ce que vous avez compris? Quand je dis qu'il y a une exception à la non-affectation, ça veut dire que je peux faire l'affectation des recettes. On peut faire l'affectation des recettes dans un seul cas. Le principal cas. D'ailleurs. Lequel? Ben, tout simplement, nous l'avons vu, les recettes, c'est ce qu'on appelle les fonds de concours. Vous vous rappelez de ce terme? Nous l'avons vu concernant les recettes du budget de l'État, du budget aussi. Les fonds de concours. Nous avons dit que les fonds de concours, par définition, c'est quoi? Un fonds de concours, par définition, ce sont des fonds versés par des personnes morales ou physiques, à l'exception de l'État. Donc, ce sont des personnes kharj min l'État. Ok, donc des personnes, on va dire des personnes, des entreprises privées par exemple, ou autres personnes, morales ou physiques. Pour concourir, donc ce sont des fonds versés pour concourir avec ceux de l'État à des dépenses d'intérêt public. هذه هي la définition des fonds de concours. Vous allez la trouver même dans le site اللي قلت لكم ديال la loi organique des finances. C'est un site très intéressant, je vous le dis tout le temps. Il y a le glossaire, il y a les lois de finances, il y a tout. C'est un très très bon site. Je vais repartager ça avec vous, s'il vous plaît. C'est quelque chose de très intéressant. Il y a un glossaire où vous allez trouver tout ce dont vous aurez besoin. Alors, je partage ça avec vous tout de suite. Très bien, Reda. Exactement. Exactement. Non, les CAS, ça fait partie des comptes spéciaux du Trésor. OK? Non, les fonds de concours. Voilà, merci Smail. C'est exactement ça. Bravo. Concourir, ça veut dire contribuer. Contribuer, tout simplement. Donc, les fonds de concours, ce sont des fonds qui sont versés par des personnes autres que l'État pour contribuer avec ceux de l'État. La non-affectation. Alors, Fatim Zara, je ne vais pas affecter une recette. Tu vas comprendre avec l'exemple. C'est une exception. Exemple, comme l'a dit Reda, il y a les subventions ou les dons et l'aide. Les dons et l'aide. On a parlé des dons et l'aide. D'accord? Par exemple, un donateur. Un donateur, un donateur va donner au Maroc une somme de 100 millions de dirhams. Par exemple, 100 millions de dirhams. OK? Très bien. Mais le donateur, il va dire au Maroc, voilà, je vous donne 100 millions de dirhams pour construire un hôpital, مثلا. Pour construire un hôpital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, sans contrepartie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100 millions de dirhams, c'est quoi? C'est une recette. C'est une recette d'intérêt public, exactement. Mais elle est affectée directement à une dépense qui est la construction de l'hôpital. Est-ce que vous avez compris? Et il est affecté directement. Mais si le donateur il a donné 100 millions de dirhams, ou ça fait là. Donc ça veut dire quoi? Selon le principe de la non-affectation. Qu'est-ce qu'il dit ce principe? A dit les 100 millions de dirhams, un le budget de l'État. Vous dites ça, je vais distribuer en fonction de mes dépenses, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris? Alors que dans ce cas-là, non. La recette, elle est affectée directement. Affectée directement. Elle est affectée directement à une dépense précise. À une dépense précise. D'accord? Donc, les fonds de concours, c'est une exception à la règle de la non-affectation des recettes. Vous avez compris d'abord l'affectation?
Exactement, Mrim. Voilà, exactement. Très bien. C'est-à-dire, pas la peine de passer par les étapes, faire entrer les recettes dans le budget, par la suite voir dans quelles dépenses tel ou tel budget. Non. Les fonds de concours sont des fonds qui sont versés et où l'on affecte, donc ce sont des recettes où l'on affecte à des dépenses précises, selon la volonté du donateur. Selon la volonté du donateur, d'accord, ou du légueur. Donc, celui qui va donner cet argent, selon sa volonté, on va affecter la recette à ces dépenses-là. Donc, ça, c'est une exception à la règle de la non-affectation des recettes. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Les trois étapes, ce sont pas trois, mais juste le fait qu'il faut d'abord vendre aux enchères publiques, le résultat de la vente, d'accord, Ishraq, le résultat de la vente va verser dans le budget de l'État, va être versé dans le budget de l'État, et par la suite, on va ouvrir un crédit ou une autorisation budgétaire dans ce sens pour cette dépense. D'accord, donc de manière, c'est juste un exemple de manière générale. Mais l'idée, c'est tout simplement, le principe de l'universalité, il est fondé sur deux règles, qui est la non-compensation des dépenses et la non-affectation des recettes. Mais la dérogation à la règle de la non-affectation des recettes, c'est les fonds de concours. Pourquoi? Parce que les fonds de concours, les recettes qui viennent de ces fonds-là, d'accord, sont affectées directement selon la volonté du donateur, par exemple. D'accord? C'est clair? Jusqu'à là, Nora, oui, tu m'écris sur le chat. Très bien. Alors, on fait une petite synthèse et on continue. Je partage avec vous vite fait. Alors, donc nous avons vu ensemble l'annualité, nous avons vu l'unité, et maintenant on vient de voir le principe de l'universalité. Alors, nous avons dit, à titre synthétique, toutes les recettes et toutes les dépenses publiques doivent figurer dans le budget de l'État en se basant sur l'exigence des règles de non-compensation et de non-affectation de ces recettes et de ces dépenses. D'accord? Donc, il y a deux règles, la non-compensation et la non-affectation. OK? Très bien. Nous avons dit que l'avantage à cela, c'est de pouvoir assurer la transparence de l'acte budgétaire. Mais il y a une dérogation à cette règle qui est les fonds de concours, qui est représenté par les fonds de concours. Et nous avons dit que les fonds de concours, ce sont des fonds versés par des personnes morales ou physiques autres que l'État pour concourir, c'est-à-dire contribuer avec eux, pour concourir avec ceux de l'État, d'accord, à des dépenses d'intérêt public. Dépenses d'intérêt public. Je ne vais pas aller dépenser pour quelque chose d'autre, non, je reste dans l'intérêt public. Donc, ces fonds constituent une dérogation. Une dérogation, ça veut dire exception. C'est la même chose. Une dérogation à la règle de la non-affectation des recettes aux dépenses. La règle de la non-affectation des recettes aux dépenses. C'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? Ignorer. Et je reviens vers vous. Très bien. Bien. Alors, on continue le quatrième principe. Le quatrième principe, c'est... Alors, je mets ici vite fait. Brave. Excellent. Le principe de spécialité. Exact. Alors, principe de spécialité. Bravo. Alors, les crédits budgétaires ou les dépenses. OK? Les crédits budgétaires ou les dépenses. On va prendre l'exemple des crédits budgétaires, des dépenses. Les dépenses, elles sont réparties. Les dépenses sont réparties selon, selon leur destination, n'est-ce pas? Leur destination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme nous l'avons vu, par exemple, pour le BGE,
Pour le BGE, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'il y avait des dépenses de fonctionnement, de fonctionnement. Il y avait des dépenses de quoi? Des dépenses d'investissement, n'est-ce pas? Et des dépenses de, très bien, bravo, de la relative à la dette publique. Très bien. Bien. Chaque, ici, si on a les dépenses de fonctionnement, donc nous avons dit que principalement, ok, qu'est-ce que nous avons? Pour les dettes de fonctionnement, donc nous avons vu pas mal de dépenses de fonctionnement. Et si on veut, très bien, si on veut synthétiser ça pour faire très très simple, on a les dépenses qui concernent le personnel, c'est-à-dire les salaires, très bien, voilà, la masse salariale, etc. Et nous avons les dépenses qu'on appelle les dépenses courantes. Courantes, ça veut dire qui sont essentielles pour le fonctionnement quotidien de l'administration étatique. OK? L'administration étatique. Juste pour faire très simple. Bien. Alors, chacune de ces dépenses-là a une destination précise. A une destination précise. Précise. OK? La destination, cette destination-là, on va la faire ressortir en divisant la loi de finances. On va diviser la loi de finances en chapitres budgétaires. Chapitre budgétaire. Ça veut dire quoi? Je n'ai la destination du personnel, par exemple, des dépenses du personnel. C'est quoi sa destination? C'est quoi la destination de la dépense du personnel, par exemple? Dites-moi. C'est quoi sa destination? Où est-ce qu'on va la trouver? Oui, où est-ce qu'on va la trouver? Quand je parle des fonctionnaires, des dépenses relativement au personnel, très bien, Soumia, exactement. On va la trouver ici, dans les dépenses de fonctionnement. Dans les dépenses de fonctionnement. D'accord? Donc, ça, c'est un chapitre budgétaire. C'est un chapitre budgétaire. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chapitre correspond à une catégorie de dépenses. À une catégorie de dépenses. OK? Chaque chapitre correspond à une catégorie de dépenses destinée à un type d'opération précis. Et c'est ce qu'on appelle une ventilation de la loi de finances. Une ventilation de la loi de finances. Alors, c'est quoi une ventilation de la loi de finances? Tout simplement que la loi de finances, je vais la diviser en chapitres budgétaires. Je vais la diviser en chapitres budgétaires. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je parle par exemple des dépenses courantes, je sais que cette catégorie-là fait partie du chapitre budgétaire des dépenses de fonctionnement. Par exemple, si je parle d'un investissement X, je sais qu'il fait partie du chapitre budgétaire des dépenses d'investissement. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Chaque, chaque catégorie de dépenses a, oui, si tu veux, chaque catégorie de dépenses a une destination précise. C'est pour ça qu'on parle de spécialité. Spécialité. Je ne peux pas dire que les dépenses courantes, les dépenses du personnel, par exemple, font partie de la dépense de la dette publique, font partie de cette catégorie. Non, je dois spécialiser pour chaque dépense. Donc, chaque dépense a une destination précise. C'est ce que veut dire le principe de spécialité. Maintenant, il existe des exceptions, comme toujours. D'accord? Première exception. Ce qu'on appelle les virements de crédit.
Les virements de crédit. OK? Alors, le gouvernement a le droit de modifier chaque chapitre budgétaire. Modifier chaque chapitre budgétaire, donc chaque catégorie, chapitre budgétaire. OK? OK, je vais vous le donner tout à l'heure. On finit à 16h15. OK. On finit à 16h15. Eh bien, le temps passe très vite. OK. Ah ouais, ça parce qu'on a commencé. Alors, je vous donne vite fait le mot de passe et je continue. Mais bien sûr, vous pouvez rentrer le mot de passe à 16h15. FUPK, voilà. Donc, c'est X2 FUPK, c'est minuscule. Alors, je disais s'il vous plaît, le gouvernement a le droit de modifier chaque chapitre budgétaire, ok. Bien sûr, après le vote de la loi de finances. La loi de finances, elle a été votée. Après le vote, après tout ça, après l'exécution. Ok? Je suis dans cette situation après le vote, après l'exécution de la loi de finances. C'est bon. Donc, le gouvernement, il a le droit de modifier chaque chapitre budgétaire dans la limite, attention, dans la limite de 10%. Dans la limite de 10%. Au cours de l'année budgétaire. Au cours de l'année budgétaire. Donc, je suis en pleine année budgétaire. Yep. Et par exemple, j'ai le chapitre budgétaire des dépenses d'investissement. OK? Le gouvernement a une marge de manœuvre de 10%. Il a une marge de manœuvre de 10%. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il a une marge de manœuvre de 10% dans chaque chapitre du montant global. 10% du montant de chaque chapitre budgétaire. Très bien. Alors, par exemple, euh, le chapitre budgétaire, je vais vous expliquer. Par exemple, le chapitre budgétaire concernant les dépenses d'investissement. OK? Les dépenses d'investissement. OK? Exemple, j'ai des investissements à hauteur de 100 000 dirhams, par exemple. De 100 000 dirhams. OK? Et nous sommes en pleine année budgétaire. OK? Nous sommes en pleine année budgétaire et on se rend compte que on a besoin on a besoin de ce montant pour quelque chose d'autre. Très bien. On ne peut modifier que 10%. Donc combien 10%, Hanaya? C'est 20 000 dirhams, n'est-ce pas? 10%, c'est 20 000. Donc je ne peux modifier que 20 000 dirhams. Est-ce que vous avez compris? Je ne peux modifier que 20 000 dirhams sur le montant de ce chapitre. Pas plus. Très bien. Non, X en minuscule. C'est clair? Très bien. Alors, qui décide des virements de crédit? Qui décide de ça? Les virements de crédit. Qui décide de ça? Alors, ça veut dire quoi? Un virement de crédit, c'est sans autorisation du Parlement. Je précise, sans autorisation du Parlement. Ça veut dire quoi? Le gouvernement a le droit de modifier 10% sans autorisation parlementaire du Parlement. OK? Sans autorisation du Parlement. Donc, qui peut décider de ça? Alors, soit le ministre des Finances, le ministre des Finances, OK? Très bien. Oui, Ruqya, exact. Exact. Soit le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement.
OK? Très bien. Bien sûr, oui, Khadija, oui, ça va de soi, bien évidemment. Parce que la loi de finances, elle est déjà votée, exécutée. Est-ce que tu as compris? Donc, ça se dit la marge de manœuvre de 10%. Donc, soit c'est le ministre des Finances, OK? Et cela concerne seulement le chapitre budgétaire correspondant aux dépenses de fonctionnement. Donc, seulement. Donc, il a le droit de modifier 10% du chapitre budgétaire concernant les dépenses de fonctionnement. Est-ce que c'est clair? Sur proposition du ministre concerné. Par exemple, moi, je suis ministre de la Justice et j'ai besoin de plus de carburant parce que j'ai beaucoup d'opérations de recouvrement et je n'ai pas assez de carburant. Cette année, dans la loi de finances, on m'a accordé, par exemple, 500 000 dirhams pour le carburant. Mais moi, j'ai besoin de plus. Donc, je peux agir sur les 10%. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, je peux prendre, par exemple, 10% des dépenses de fonctionnement et les rajouter ou les soustraire d'autres dépenses, etc. Mais bien évidemment, on ne touche pas aux dépenses du personnel. Et on va expliquer ça lors du 4e chapitre. On ne touche pas aux dépenses du personnel. Pourquoi? Parce que c'est la masse salariale. Ce sont les salaires des fonctionnaires. Des fonctionnaires qui travaillent déjà et des nouvelles recrues. C'est-à-dire les gens qu'on va recruter, les nouveaux fonctionnaires. Et ces dépenses-là, on ne peut pas y toucher. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligatoires. Chaque mois, les salaires sont versés aux fonctionnaires. Est-ce que vous avez compris? Les salaires naqsin là, ils ne sont pas versés, il y aura une catastrophe. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, s'il vous plaît? Très bien. Alors, je disais sur proposition du ministère concerné ou du ministre concerné. Ça concerne les dépenses de fonctionnement. Donc, le virement de crédit, il est décidé, donc la décision du virement de crédit, il est décidé, ou la décision, elle est accordée par le ministre des Finances concernant seulement le chapitre budgétaire des dépenses de fonctionnement sur proposition du ministre. Et si ce sont des dépenses d'investissement, c'est le chef de gouvernement lui-même qui accorde ces virements de crédit. Bien sûr, toujours à hauteur de 10%. Est-ce que vous avez compris? Et sur proposition du ministre concerné. Par exemple, moi, je suis ministre de l'enseignement, j'ai un investissement, je veux construire une autre école, j'ai pas assez d'argent et je me rends compte que j'aurais besoin d'autre argent, donc je dois agir sur les 10% des dépenses d'investissement. OK? Donc, je fais ma proposition au chef de gouvernement et c'est lui qui va m'accorder le virement de crédit. Si je suis au-delà de 10%, à votre avis, Yana, dites-moi. Si je dépasse les 10%, je suis dans quelle situation? Parce que j'ai le droit d'agir seulement sur 10%. Si je dépasse 10%, non, pas de sanction, non. On parle de quoi alors? Si on dépasse les 10%. La marge de manœuvre est de 10%. Si on dépasse les 10%. Alors, dites-moi. Non. Non, pas détournement, non. Non, à votre avis. Je donne un point pour celui qui me donne la bonne réponse. À l'examen final, bien sûr. La question, on a parlé des virements de crédit. Les virements de crédit, on a dit que le gouvernement a le droit de modifier chaque chapitre dans la limite de 10%, n'est-ce pas? Maintenant, et j'ai précisé que celui qui accorde le virement de crédit, c'est le ministre des Finances concernant les dépenses de fonctionnement et c'est le chef de gouvernement concernant les dépenses d'investissement. Maintenant, si au-delà de 10%, si on dépasse les 10%, on est dans quelle situation? Non, on est toujours au cours de l'année budgétaire, toujours au cours de l'année budgétaire, AB. Non, on est dans quelle situation?
Je donne un point. Et je vous jure que je vais le donner à l'examen final. Si par exemple quelqu'un a 17 pour moi, je vais lui donner 18, si on me donne la bonne réponse maintenant. Non, 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 c'est pas ça. S'il vous plaît, réfléchissez bien, s'il vous plaît. J'ai dit, juste essayez de réfléchir. On est dans ces situations. Ah, je suis en train de vous aider. Donc, je pense en j'ai à 0,5. Bref, par diminution. Non, s'il vous plaît, concentrez-vous. On est au cours de l'année budgétaire. OK? La loi de finances, elle est votée. Je précise, la loi de finances, elle est votée. Elle est exécutée. OK? Maintenant, je dis que qu'il y a une exception à cette règle. C'est qu'il y a ce qu'on appelle les virements de crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la loi de finances elle est votée et tout et tout et tout, le chef du gouvernement ou le ministre des Finances a le droit de modifier 10%. Maintenant, si on dépasse les 10%, on parle de quoi? Non, non. S'il vous plaît, il y a des réponses qui sont correctes, mais c'est pas ce que je cherche exactement. La réponse qui vaut un point. Non. Soumia, tu y es presque. Mais c'est pas ça. Tu y es presque, mais c'est pas ça. Soumia Sahraoui, tu y es presque. Non, Reda. Non, c'était non. Miriam, tu y es presque, mais c'est pas ça. Donc c'est bon, je vais vous donner la réponse. Non, autorisation de programme, non. Voter un... Oui, Fatem Zara Kadri, dis-moi. Très bien, Miriam Majid. Très bien, bravo. Je note ton prénom et ton nom. Miriam Majid. Très bien. Si on dépasse, si on dépasse les 10%, on est dans une loi de finances rectificative. Parce qu'on parle de modification. Est-ce que vous avez compris? Rectificative. Et on a parlé de ça. On parle de modification. Et qu'est-ce que je dis? Je dis au ministre des Finances et au chef de gouvernement. Ok, il y a 10% les dépenses d'investissement et 10% les dépenses de fonctionnement. Ou alors ici, je dépasse les 10%. Qu'est-ce qui va se passer? On est dans une situation de loi de finances rectificative. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris le principe? Très bien. Bravo. Excellent. C'est bon? C'est clair, s'il vous plaît? À ce niveau, c'est clair? Très bien, parfait. Donc ça concerne la première dérogation. Je pense que c'est presque l'heure, donc je pourrais vous libérer tout de suite. Ça, c'est les virements de crédit. Je vais le noter ici clairement. Les virements de crédit. Ce sont des virements accordés soit par le ministre des Finances, soit par le chef de gouvernement, d'accord? C'est-à-dire quoi? Ce sont des modifications à hauteur de 10% de chaque chapitre budgétaire. Ça veut dire que nous dire 10% dépenses de fonctionnement et 10% des dépenses d'investissement. Est-ce que vous avez compris? Mais chaque chapitre budgétaire. Très bien. Donc, on a le droit, on a le droit de faire des modifications de 10%. Si on dépasse les 10%, alors maintenant on va parler de loi de finances rectificative et c'est ce qui s'est passé en 2020. C'est ce qui s'est passé en 2020. Il y a eu un changement brutal du contexte économique et par conséquent, il y a eu des dépenses qui se sont ajoutées. Par exemple, les dépenses de l'hospitalisation des gens. Euh, euh, Rectificatif, c'est que je vais rectifier, je vais modifier. D'accord? Je vais ajouter ou supprimer. Donc, pour le contexte de 2015, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de nouvelles dépenses.
il y a eu le Covid, on devait avoir plus d'hôpital parce qu'il n'y avait pas assez de lits pour hospitaliser les gens. D'accord. Et donc, c'était la première fois. Donc, il y avait aussi les tests PCR qui se faisaient gratuitement, alors que ça, c'est de l'argent. Et c'est là où on voit l'intervention sociale de l'État. Et c'est là où on parle de l'État-providence, parce que son intervention a été cruciale dans ce genre de situation. Et par conséquent, la loi de finances, parce qu'on va le voir, le chapitre 4, la loi de finances de 2020, il a été préparé en 2019. Je vais vous expliquer tout ça en détail, ne vous inquiétez pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2020, il y a eu une situation exceptionnelle et par conséquent, on n'est plus dans les 10%, mais bien au-delà des 10%. On était obligé de modifier pas mal de choses et pas mal de dépenses. Il y a eu pas mal de dépenses où on devait rajouter de l'argent. Et bien évidemment, les recettes, puisque la consommation habitat, il y a des gens qui ont perdu leur travail, pardon, et par conséquent, il fallait chercher une nouvelle source de recettes. D'accord. Il fallait chercher de nouvelles sources de recettes. Donc, c'était une année très difficile, faut dire. C'est pour ça qu'il y a eu une loi de finances rectificative. On était obligé de rectifier, de modifier les dispositions de la loi de finances qui a été déjà votée et exécutée en 2019 pour l'année 2020. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Exactement. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Alors, je vous libère et on se retrouve vendredi, Inch'Allah. Je vous remercie de votre attention. La séance prochaine, ben, on va continuer parce qu'il y a d'autres exceptions à cette règle et on va parler des autres principes. Et si on a du temps, on va parler on va entamer notre quatrième chapitre. Et quoi d'autre? Et votre polycope sera disponible très bientôt. Très très bientôt. Et mon polycope, ça sera une sorte de synthèse. Je vais vous donner l'essentiel. Après, là, je vais vous donner des références bibliographiques si vous voulez vous approfondir sur le sujet. Sinon, il y a d'autres polycopes qui sont à votre disposition. D'accord? Très bien. Alors, je vous remercie. On se retrouve vendredi, Inch'Allah. Au revoir.